Nouvelle tuerie dans le nord-est du Kenya ce lundi par les islamistes Shebab somaliens. Le bilan est d'au moins 36 morts. La peine de Thomas Lubanga, l'ancien chef de milice congolais, a été confirmée par la Cour pénale internationale. 14 ans de prison pour avoir enrôlé des enfants soldats au Congo. L'ancien président Hosni Moubarak a été acquitté de toute accusation samedi au Caire, une décision non approuvée par l'opposition égyptienne. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur. Nous ouvrons cette édition par Hong Kong, où les 3 fondateurs du principal mouvement pro-démocratie ont annoncé mardi qu'ils allaient se rendre à la police et ont appelé les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de 2 mois. Cette annonce survient au lendemain de heurts entre policiers et manifestants. Benny Tai, l'un des 3 fondateurs du mouvement pro-démocratie de Hong Kong, a expliqué qu'ils allaient se rendre tous les 3 à la police mercredi pour montrer leur engagement envers l'état de droit et le principe de la paix et de l'amour. Selon lui, la reddition n'est pas un signe de lâcheté et d'échec, mais plutôt la dénonciation silencieuse d'un gouvernement sans cœur. Un autre élément dans cette édition, le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que l'Égypte n'allait pas revenir en arrière. Ceci après l'abandon controversé de l'accusation de complicité de meurtre qui pesait contre l'ancien président Hosni Moubarak. Du côté de l'opposition, le jour du verdict est un jour noir dans l'histoire de l'Égypte. Reportage. L'ancien président Hosni Moubarak, âgé de 86 ans, était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations monstres de janvier-février 2011, ayant mis fin à ses 30 années au pouvoir et au cours desquelles plus de 846 personnes ont été tuées. Samedi dernier, le tribunal égyptien a décidé d'abandonner l'accusation de complicité de meurtre et de corruption contre l'ex-chef d'État. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la nouvelle Égypte, qui est le résultat des 2 révolutions de 2011 et de 2013, se dirige vers l'établissement d'un État démocratique et moderne fondé sur la justice, la liberté et l'égalité. Cette nouvelle Égypte, a assuré le président, regarde vers l'avenir et ne peut jamais revenir en arrière. Ce lundi, au cours d'une conférence de presse commune, 6 partis politiques de l'opposition ont dénoncé l'abandon des charges contre Hosni Moubarak. Pour Hamdine Sabahi, candidat malheureux à la présidentielle de mai dernier, le président al-Sisi doit choisir entre la volonté du peuple et celle des anciens qui souhaitent le retour de Hosni Moubarak. Le jour du verdict est un jour noir pour l'histoire de l'Égypte. Le président doit dire de quel côté il se trouve en ce moment décisif, avec le peuple, la révolution et ses objectifs, ou avec ceux qui, dans les médias, prêchent le retour de Moubarak et de son régime. Les défenseurs des droits de l'homme accusent Abdel Fattah al-Sisi, architecte de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, d'avoir instauré un régime encore plus autoritaire que celui de Hosni Moubarak. Depuis l'éviction de Morsi, au moins 1400 de ses partisans ont été tués, pour la plupart des manifestants. Plus de 15 000 personnes ont également été emprisonnées, tandis que des centaines de pro-Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes. Une autre information en bref dans cette édition. Au moins 36 personnes ont été tuées lundi soir dans le nord-est du Kenya, frontalier de la Somalie, par les islamistes somaliens Shebab, qui ont promis d'être sans pitié et apparaissent toujours plus déterminés à porter le fer en territoire kenyan. Une vingtaine d'assaillants ont pénétré vers minuit dans une carrière près de Mandera, ville proche de la frontière somalienne, et ouvert le feu sur des tentes où dormaient des ouvriers. Au moins 36 personnes ont été tuées, certaines victimes ont été égorgées et décapitées. D'autres personnes sont également portées disparues. Les Shebab somaliens affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué le raid. Cette dernière attaque fait partie d'une série d'opérations planifiées et exécutées par les Moudjahidines en réponse à l'occupation de terres musulmanes par l'armée kenyane.
14 ans de prison, c'est la peine retenue contre l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga. Cette peine a été confirmée en appel ce lundi par la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo. La Chambre d'appel confirme la décision de culpabilité et rejette l'appel à la majorité, a indiqué le juge Erki Kouroula à La Haye ce lundi. Thomas Lubanga a écouté le jugement de manière attentive, roulant parfois les yeux et secouant la tête. Le chef de milice congolais avait été reconnu coupable en mars 2012 de crimes de guerre pour avoir enrôlé des enfants au sein de l'aile armée de l'Union des patriotes congolais. Ces enfants avaient ensuite été utilisés comme soldats ou gardes de corps en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002 et en 2003. Ce jugement auquel assista l'actrice Angelina Jolie, engagée dans la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, était le premier jamais rendu par la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2003. Lubanga avait été transféré à La Haye en 2006 et son procès avait démarré en 2009. Il avait été condamné à 14 ans d'emprisonnement ferme en 2012. Thomas Lubanga avait fait appel du jugement, estimant que ses droits à un procès équitable n'avaient pas été respectés, car le procureur n'avait pas communiqué à temps des preuves essentielles qui auraient selon lui permis de l'innocenter. Le bureau du procureur, qui avait demandé une peine de 30 ans d'emprisonnement, avait fait de même, assurant que 14 ans de prison était une peine trop légère au regard de la gravité des crimes commis. Cet appel du bureau du procureur a également été rejeté ce lundi par la CPI. Des nouvelles du Bénin où les membres de l'opposition étalent leur divergence sur la place publique. Le Parti du Renouveau démocratique, l'un des partis de l'opposition, a annoncé ce lundi qu'il compte organiser prochainement 2 marches de protestation successives. La démarche vise à exiger du gouvernement le dialogue avec la classe politique pour la tenue à bonne date des prochaines élections. Mais là où le bas blesse, il s'agit de manifestations qui semblent en opposition à une autre marche de protestation prévue pour le même jour et dans la même ville de Cotonou par la plateforme des forces politiques de progrès pour des élections crédibles. Un regroupement d'autres partis politiques et de mouvements associatifs de l'opposition. Toute chose qui porte à croire que l'opposition béninoise est minée par une guerre intestine. Je vous propose de suivre ici les clarifications du député Raphaël Akoteyon, membre du Parti du Renouveau démocratique. Les travaux du COSLEPI piétinent. L'enregistrement complémentaire prévu pour être achevé le 30 novembre n'a pas atteint les objectifs qui lui sont assignés. La date butoir du 17 décembre fixée pour la remise du fichier électoral sera probablement repoussée. Pour l'ensemble de ces régions, le PRD organisera premièrement le mercredi 10 décembre à Porto-Novo, capitale du Bénin, une marche pacifique. Et deuxièmement, le jeudi 11 décembre à Cotonou, une autre marche pacifique de protestation. Nous n'emprunterons pas l'itinéraire de la marche prévue le même jour à Cotonou par les responsables du mouvement dit de la plateforme. Cotonou est une grande ville et il est de pratique courante que plusieurs marches se déroulent suivant des itinéraires différents dans une même ville. Donc, pas de provocation en vue. On peut être plusieurs partis d'opposition sans forcément penser et dire la même chose à propos de tout. Parlons du virus Ebola à présent. D'ici 60 jours, la situation de l'épidémie devrait s'améliorer au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. C'est ce qu'estime le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Anthony Bambouri a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse en présence du coordonnateur de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola et du chef de Centre national de lutte contre Ebola en Sierra Leone. Porté à 100% au 1er janvier 2015, le traitement de tous les cas d'Ebola et l'inhumation de toutes les victimes en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Voilà le nouveau défi que se lance la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Un défi plutôt ambitieux car la transmission du virus dans ces 3 pays est estimée à 1100 nouveaux cas par semaine contre 1000 il y a 2 mois. Le chef de la mission de l'ONU reste cependant optimiste. Il espère même atteindre 0 nouveau cas d'ici 6 mois.
Ça ne va pas être facile. Cela va demander beaucoup de travail. Bon nombre d'entre nous allons être là pendant les fêtes, à travailler 7 jours par semaine. Nous devons tout garder sous contrôle. Nous sommes sur la bonne voie. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais nous allons y parvenir. L'atteinte des nouveaux objectifs ne sera possible qu'avec l'implication des personnels locaux. Une évidence que comprend bien le coordonnateur de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola. La vigilance doit aussi être de mise face à l'évolution du mal. Nous devons tous rester engagés et vigilants jusqu'à ce que le dernier cas soit traité et après. Maintenant, plus que jamais, les réponses doivent être adaptées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ces réponses ont surtout un coût et constituent le point crucial de la lutte contre Ebola. Sur les 1,55 milliard de dollars demandés par les agences de l'ONU, 920 millions ont pu être pour le moment versés. Toute chose qui pourrait freiner l'atteinte rapide des nouveaux objectifs. Place à présent à la revue de presse, une rédaction signée par Joël Yetondi. Nouveaux risques d'explosion sociopolitique au Bénin. C'est pas ce titre à la une du quotidien béninois d'information à Dinakou que nous levons un coin de voile sur les faits marquant l'actualité sur le continent vu par les journaux et sites d'information dans leur parution et publication de ce mardi. 3 différents projets de marche le même jour dans une même ville. Le quotidien estime que le pire est à craindre. La Nouvelle Tribune, autre quotidien béninois, se veut plus rassurante et trouve qu'avec cette avalanche de marches contre l'impasse électorale, c'est plutôt le chef d'État béninois qui tombe en disgrâce. À ce propos, c'est la marche du PRD qui a singulièrement retenu l'attention du quotidien Le Matinal. Ce parti dans la rue, le journal en déduit que c'est finalement tout le peuple béninois qui se décide. Le parti du renouveau démocratique fortement mobilisé tout en faisant bande à part, l'événement précis d'Ivoire, le PRD en mode vengeance. Lui, qui n'aurait toujours pas digéré le volte-face que lui auraient fait ses alliés d'hier. En Côte d'Ivoire, c'est le prétendu transfèrement en catimini de l'ex-première dame qui défraie la chronique. Le site d'information Abidjan 911 affiche « Simone Gbagbo a quitté sa résidence surveillée ce lundi ». L'information est aussi relayée par Jeune Afrique qui précise que Simone Gbagbo a quitté Odiéné pour Abidjan dans le cadre des assises qui doivent s'ouvrir prochainement dans la capitale ivoirienne. Tout ceci s'est déroulé à l'insu des avocats de Simone Gbagbo, croit savoir le quotidien ivoirien Notre Voix, qui évoque dans ses colonnes leur amertume. Au pays d'Ibeka, c'est du miel au fiel, les pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord, constate le site d'information Monde Afrique. Les négociations se sont achevées en queue de poisson. Ce qui fait écrire au site Alger, pas de paix pour le Mali. Mali a-tu, c'est quant à lui évertué à faire la part des choses, parlant des bons et mauvais points des pourparlers de paix. Quoi qu'il en soit, conclut Guinée-Conakry Info, aussi bien dans le nord Mali que dans le nord Nigeria, l'insécurité est devenue on ne peut plus envahissante. Tandis qu'on s'achemine inexorablement vers la fin de cette année, il est regrettable, souligne le site, de constater qu'en dépit de toutes les promesses et les multiples initiatives et stratégies, ces zones demeurent de préoccupants nids d'insécurité. La situation, se désole Guinée-Conakry Info, est le reflet d'une dangereuse dégradation sécuritaire qui s'étend de plus en plus à toute la région sahélienne. Sur tout autre plan, cette interrogation avec Africom avant de conclure la revue de ce mardi. Qui sera le meilleur joueur africain de cette année? 5 en lice, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, Vincent Enyama et Ahmed Moussa, tous deux du Nigeria, Asamoah Gyan du Ghana et Yaya Touré de la Côte d'Ivoire. El Ouattane regrette l'absence d'Algériens sur la liste rendue publique par la CAF. Le Sacre mentionne Foot Mercato, pourrait bien revenir au triple tenant du titre, Yaya Touré, qui égalerait du coup la performance du Camerounais Samuel Eto'o. Mais réussira-t-il à être le tout premier à devenir meilleur joueur africain pour la 4e fois d'affilée? Pour le savoir, rendez-vous le 8 janvier prochain à Lagos, au Nigeria. Quant à moi, je prends langue avec vous demain, mercredi. Merci.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au revoir.